Bonjour. Ok. La lettre prise isolément a la particularité de n'avoir aucune signification. Son son n'a pas non plus de signification. Il faut distinguer la notion d'écriture avec celle de langage. À la distinction du langage, l'écriture n'est pas innée. En Occident, la lettre est un outil abstrait, on peut l'utiliser comme un élément illustratif. Le choix typographique évoque une signification. La lettre est un élément d'une chaîne composée d'autres glyphes typographiques qui, une fois associés entre eux, vont permettre d'associer écriture et langage. La lettre étant abstraite, une fois isolée, elle n'est pas universelle. Notre lettre latine est sans lien avec l'expérience et le visuel. La lettre est prisonnière de la linéarité de l'écriture. En 2008, dans l'ouvrage L'adolescent et l'invention de la signature, Éric Bidou écrit « C'est lorsque la lettre s'assume comme ne signifiant plus rien qu'elle peut fonctionner comme déclencheur d'écriture. Si la lettre est prisonnière de l'écriture, pourtant, les artistes vont l'utiliser comme médium d'expérimentation plastique. Ils vont l'utiliser comme un outil, au même titre que la peinture ou l'argile. Les artistes invitent donc le spectateur à envisager la lettre comme un moyen de redécouvrir la couleur, la forme, les mots, allant même jusqu'à utiliser la lettre comme support de questionnement sur la fonction de l'art et sur la société. On va donc à partir de là distinguer le principe d'écriture du principe typographique. L'écriture vise donc à traduire visuellement le langage oral au moyen de la lettre. La typographie, elle, consiste à composer les lettres pour conditionner l'accès au texte, mais encore pour hiérarchiser l'information, pour donner une dimension culturelle à un élément rédigé, ou encore pour détourner la signification d'un mot, ou enfin par pur esthétisme. Catherine Zask ou Malte Martin. Au travers de ces réalisations typographiques, on se rend compte que si la lettre utilisée comme élément plastique peut se dissocier du langage, la typographie, elle, ne peut se départir de la verbalité qui l'entoure. Chapitre 1. Plasticité de la lettre, l'utilisation du texte comme matériau plastique à part entière. Depuis l'Antiquité, et contrairement de ce qui est majoritairement pensé, la lettre et la poésie ambitionnent de créer des images. Les premiers poèmes, dessins, sont attribués à Simmias de Rhodes, poète grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, et ces textes composés en forme d'outils de combat sont les ancêtres des calligrammes d'Apollinaire. Au milieu du XIXe siècle, Baudelaire et Rimbaud vont s'affranchir de la poésie classique en déstructurant les vers, puis Stéphane Mallarmé, 1842-1898, compose Coup de dé, qui est le premier poème en vers libre. Il va être publié en 1897 en 11 doubles pages dans la revue américaine Cosmopolis. Dans ce prolongement mallarmien, d'autres artistes vont développer leur propre forme d'expression scripturale en supprimant la syntaxe, les ponctuations et tout autre élément de présentation nécessaire à la présentation d'un texte. Le premier artiste est Guillaume Apollinaire, né en 1880, mort en 1918. Poète français qui depuis toujours est sensible à la place qu'occupent les mots dans l'espace. Dans un premier temps, il va chercher à déstructurer les lignes d'écriture de ses vers pour modifier l'équilibre esthétique de la page entre le gris typographique et le blanc tournant. Ce qui va donc révolutionner les poèmes d'Apollinaire et donc donner naissance à ses calligrammes. C'est le fait d'être prisonnier de guerre en 1914. Les calligrammes sont donc des poèmes dont la disposition graphique sur la page forme un dessin qui illustre le propos du texte. L'origine du mot est la contraction du grec kali, qui veut dire beau, et gramma, qui veut dire écriture. Pour Apollinaire, il s'agit d'écrire en beauté, pour s'extirper de sa condition de prisonnier de guerre et redonner vie à un monde visuel auquel il n'a plus accès. À cette période où la poésie est encore très normée par des codes syntaxiques, les calligrammes d'Apollinaire sont considérés comme une offense à la poésie classique. Il est alors accusé par les conservateurs de déconstruire l'œuvre poétique. Pourtant, Apollinaire, lui, dit être un bâtisseur. Il ne déconstruit pas la poésie, mais il œuvre pour la création d'un lien entre peinture et écriture. Ses calligrammes sont un engagement au service de l'art et son travail résulte d'une quête de dialogue entre les disciplines artistiques. Il tend à décloisonner les formes d'art et dit peindre la poésie. L'œuvre d'Apollinaire et le contexte de sa création font de ses réalisations un travail unique comme un hommage rendu à son œuvre. Artiste numéro 2, Jérémy Benquin, né en 1980. Voilà. Plasticien installé à Paris, il façonne son travail autour d'une obsession. Faire disparaître pour donner à voir à nouveau. Il cherche à recréer ce qui n'est plus.
Tout commence en 2005, de retour en voyage d'Inde, où Jérémy Benquin achève la lecture de l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu. Alors fasciné et épris de cette lecture, et lorsqu'arrive l'excipit, il se retrouve dans le déni total de la fin de cette œuvre. Il se surprend alors de manière spontanée et intuitive de supprimer la dernière phrase de l'œuvre. De cette manière, il efface la réalité de la fin de ce texte. À partir de cette volonté absurde d'effacer va naître un rituel quotidien de gommage des pages de cette œuvre. À chaque nouvel effacement, il crée un nouveau contact avec l'œuvre. Tout le temps qu'il va consacrer à ce rituel quotidien devient alors un moyen de faire renaître l'œuvre sous une autre forme et de rester au contact direct avec le texte de Proust. L'anéantissement physique des textes imprimés permet pour Jérémy Benquin de faire exister l'œuvre de Proust sous une nouvelle forme physique. Il conserve les déchets de gommage et va conserver dans des fioles datées ses déchets quotidiens. Ces détritus et d'encre et de papier deviennent une forme plastique au renouvellement de l'œuvre de Proust, à la manière dont on conserve les cendres d'un défunt dans une urne. Le recueillement de ces déchets devient l'objet permettant le deuil de l'œuvre de Proust. En 2008, il publie Hommage, qui est donc l'œuvre effacée de Proust et dont le nom est un jeu de mots entre gommage et hommage à Proust. L'œuvre aujourd'hui sont les pages effacées, les déchets recueillis, un mode d'emploi de l'effacement et l'enregistrement sonore de l'intégralité de l'effacement des pages, ce que l'on appelle une œuvre totale puisqu'elle fait appel à tous les sens. Artiste numéro 3, René Magritte, né en 1898, meurt en 1967. Dans le prolongement de Dada, le mouvement surréaliste manifeste contre le conformisme pictural. Le surréalisme libère les artistes de toute contrainte et logique de représentation. L'irrationalité prend alors une place importante dans la démarche créative. C'est donc dans cette logique que Magritte va s'émanciper de l'académisme des arts visuels et va chercher à créer en créant tout ce que sa peinture traduise sa pensée. Ça ne veut rien dire. Ici, la trahison des images a été peinte en 1928. Lorsqu'il peint cette œuvre, nous sommes exactement un siècle après les premiers clichés de Nicéphore Nips, et nous sommes 70 ans après la première exposition de photographie à Londres. Dans ce contexte où la photo est la capture du réel, les artistes peintres vont entrer dans une sorte de concurrence avec ce type d'image. Ils vont alors déployer une nouvelle technique pour que la peinture se confonde avec la photographie. Dès lors, la société va s'évertuer à penser que toute image produite est une reproduction du réel. Le texte inscrit sur la toile « Ceci n'est pas une pipe » dénonce la confiance que l'on accorde aux images. Magritte fait le choix d'une écriture à la manière d'un maître d'école sur un tableau noir, comme pour nous dicter une leçon dans une société dénuée de tout sens critique. Le texte dans l'œuvre est plus important que la représentation de la pipe qui en est faite. Ce texte permet de mettre en évidence la confrontation du réel et de son mode de représentation. Le lettrage s'introduit donc dans l'image picturale pour contredire cette image, alors que pourtant on attend de pouvoir la croire. Pour l'utilisation de ce texte, Magritte nous prouve que la crédibilité de l'image est aléatoire et de cette manière, il bouscule l'attente spécifique de justesse qui est propre à l'image de cette période. Artiste numéro 4, Isidore Issou, né en 1925, mort en 2007. Il est le fondateur du mouvement du lettrisme. Cela est considéré comme étant la troisième voie picturale après la figuration et l'abstraction. C'est un Roumain qui est considéré dès son arrivée en France comme un génie créatif. Il définit le lettrisme comme un art basé sur la déconstruction des mots. En 1947, dans son ouvrage Le bilan lettriste, il écrit « Le lettrisme est l'art qui accepte la matière de la lettre, réduite et devenue simplement elle-même, un élément plastique doté d'une sonorité, d'une forme et dénué de tout sens lorsqu'elle est seule. » À partir de ce postulat, Issou explore les alphabets phonétiques de langues du monde. Le lettrisme devient alors un ensemble de signes idéographiques dont l'ambition est de créer un système de communication cosmopolite et universel. Issou connaît la Seconde Guerre mondiale et prend alors conscience de la difficulté à communiquer dans une détresse pourtant similaire avec des personnes issues d'une autre culture. La gestualité et le visuel deviennent alors dans ce cas de figure, les meilleurs moyens de se faire comprendre. L'œuvre se nomme Signe Fauve, 1961, et cette œuvre reprend les codes de l'abécédaire. Elle utilise une composition en damier, un code couleur restreint qui joue du clair-obscur.
Il s'agit ici pour Isidore Issou de reformer les arts plastiques et la lettre au moyen de l'hypergraphie. C'est une écriture établie sur l'organisation esthétique de l'ensemble des signes scripturaux inventés par l'homme. Ces symboles deviennent alors la synthèse de signes antiques et modernes, de hiéroglyphes, d'idéogrammes, pictogrammes et la traduction visuelle de phonétique, promettant alors une lisibilité et une compréhension immédiate, afin qu'aucune ethnie ne soit privilégiée dans l'appréhension du message et en soumettant toute la population au même effort de déchiffrement. En 1956, il publie un manifeste dédié à l'esthétique de l'art imaginaire. Il crée l'œuvre infinitésimale. Sur cette toile blanche figure uniquement la mention œuvre infinitésimale, sa signature et les dates auxquelles il procède à ce type d'œuvre. L'œuvre date de 1986 jusqu'à 1987. Pendant 31 ans, il explore l'expérience cérébrale du contemplateur de l'œuvre. Le seul titre présent sur la toile devient le déclencheur d'un questionnement qui oblige le spectateur à la projection mentale d'une œuvre imaginaire et personnelle. Le texte agit donc en qualité de stimulus cérébral, permettant d'accéder à un monde virtuel. Avec cette œuvre, Isidore Issou se pose la question: ce texte fait-il partie de l'œuvre ou l'œuvre commence-t-elle là où cesse le texte? Ici, seule la sensibilité de chacun permet de voyager dans l'espace pictural avec pour point de départ les quelques lettres présentes. Il ne s'agit alors ni de langage, ni de poésie, ni de musique, mais d'un tout autre système de communication. Artiste numéro 5, Benjamin Vautier, né en 1935, toujours vivant. Entre les années 50 et 70, les artistes interrogent la fonction de l'art, ce qui les amène à penser d'une autre façon de pratiquer l'art et les conduit à se poser la question: qu'est-ce qui permet à l'art d'être l'art? La question est particulièrement légitime dans le contexte où le pop art émerge et où l'art et le quotidien se confrontent. Georges Massumas, né en 1931, mort en 1978, va donc être à l'initiative d'un nouveau courant artistique que l'on appelle Fluxus. Fluxus ne produira que des œuvres qui tentent de répondre à la question de ce qui est l'art. À partir de là, l'art se voit doté d'un nouveau langage puisque les artistes sont invités à proposer leur propre définition de l'art. Les formes d'art classiques sont donc abolies et c'est la naissance des performances, des happenings et de la dématérialisation de l'art. L'ambition ici est de retirer toute valeur marchande à l'art pour que la démarche ne soit pas corrompue. Puisqu'il s'agit ici de proposer une réponse à ce qui fait de l'art de l'art, c'est cette hypothèse de réponse qui va avoir une valeur artistique et non l'objet qui en résulte. L'idée prime sur la réalisation. Ben Vautier est un des premiers artistes partisans de Fluxus, un des membres fondateurs, et dans ce contexte, il choisit d'utiliser le texte comme moyen de désacraliser l'art. Pour son œuvre, Ben est en regard du succès du pop art. Une œuvre d'art est un procédé qui relie sans cesse le quotidien et l'art. L'écriture devient alors un élément de réponse à la question de Fluxus. Le second élément de réponse, selon lui, est que l'art n'est que l'exaltation de l'ego. Quiconque se proclame artiste produit une œuvre d'art. Sa proposition plastique à sa réponse à Fluxus est la rédaction de mantras sur fond noir à la même manière d'un maître d'école. Mantra, introspection qui résume l'essentiel d'une théorie. Ces mantras interrogent donc l'art et la condition humaine. Dans un premier temps, les textes sont rédigés en couleur, mais comme la couleur peuvent être source d'une interprétation plastique, il décide rapidement d'écrire en blanc sur fond noir. Je suis, donc je signe. S'il est un pilier de Fluxus à sa création, à partir du moment que son œuvre est devenue commerciale, il n'est plus considéré comme membre de Fluxus. Artiste numéro 6, Joseph Kosuth, né en 1945, toujours vivant. L'art conceptuel naît naturellement de Fluxus dans les années 60 et rejette toute forme traditionnelle d'art en privilégiant l'utilisation du texte dans la production artistique. La qualité visuelle des œuvres se perd donc au profit du linguistique et le langage scriptural devient un outil d'investigation pour manifester la volonté de sortir des conventions artistiques. L'art conceptuel contribue donc à une redéfinition permanente de ce qui est l'art. Le langage devient alors une conséquence et non un parti pris. Le langage devient alors, dans l'art conceptuel, un outil permettant de relier une œuvre à une image. Dans l'art conceptuel, l'œuvre ne véhicule pas un message spécial, mais elle témoigne d'une étape d'investigation de la définition de la nature de l'art. Citation. Le langage sert à réveiller et à agir sur le schéma d'apparition d'un objet d'art.
Thomas Atkinson, Mouvement Art and Language, collectif de l'art conceptuel. L'œuvre One or Three Chairs, produite en 1965, est ce qu'on appelle une tautologie. Consiste à répéter une idée sous différentes formes. Dans cette tautologie, une composition avec une chaise en bois, une photographie de celle-ci et un texte du dictionnaire. L'utilisation du texte dans l'œuvre vise à prouver au spectateur l'interdépendance du texte et de la matière. Pour Joseph Kosuth, tout objet est définissable par du texte. Il n'existe rien qu'il ne sorte pas du définissable. Une œuvre d'art est donc composée d'éléments définissables, ils sont donc la projection physique d'un texte. L'œuvre d'art n'est pas la projection d'objets, il est la résultante d'un texte. L'œuvre de Joseph Kosuth s'articule donc sur une représentation visuelle du langage verbal et écrit. Sa réflexion porte sur la capacité du langage à donner à voir l'inexistant. Art is idea as idea est une pièce maîtresse de l'art conceptuel et ici Joseph Kosuth réduit l'œuvre à sa jeunesse, à savoir le texte. Le langage devient alors le matériau qui lie le concret et l'abstrait. Le texte dans la démarche de Joseph Kosuth devient le point de départ, la résultante et l'âme de l'œuvre. L'art pour lui n'est qu'une idée d'une idée. Artiste numéro 7, Christian d'Autremont, né en 1922, mort en 1979. Dans le prolongement de Dada et des surréalistes, la lettre acquiert une autonomie picturale. La lettre est un médium. Les mots vont donc prendre place au cœur de l'espace pictural et en parallèle au mouvement lettriste d'Isidore Issou, d'Autremont va donner naissance à des peintures-mots. Dans cette démarche, les mots deviennent des formes à part entière et d'Autremont va être considéré comme le peintre de l'écriture. C'est un poète et peintre belge qui fonde en 1948 le groupe Cobra. Réunion d'artistes de tout univers, pose le questionnement sur ce qui oppose art figuratif et art abstrait et devient le fondement de leur réalisation. En opposition au surréalisme qu'il estime trop intellectuel, les artistes du groupe cherchent à renouer avec un art plus traditionnel et non valoriser la trace du corps dans la démarche picturale en s'inspirant des dessins d'enfants, de calligraphie orientale, d'art primitif et d'illustrations réalisées par des personnes atteintes de démence. Cobra envisage donc l'écriture comme un outil d'expression spontanée doté d'un pouvoir subjectif. D'Autremont considère ainsi l'écriture comme miroir de l'homme. Dans « J'écris donc je crée », D'Autremont explique « La vraie poésie est celle où l'écriture a son mot à dire. Mon but n'est ni la beauté ni la laideur, mon inspiration a un but verbalo-graphique. » Les œuvres, il les intitule des logogrammes. Un logogramme est un texte non préétabli, tracé avec spontanéité, sans souci de lisibilité, sans souci de proportion, ni de régularité, et où les lettres s'agglomèrent entre elles. Les logogrammes, tracés à l'encre noire, prennent une forme picturale que la poésie traditionnelle ne permet pas. Et ils deviennent la réalité visible d'un acte d'écriture. Les poèmes rédigés de ces logogrammes traduisent l'immédiateté de sa condition physique et invitent au questionnement entre le lisible et le visible. D'Autremont revendique l'altération graphique, produite par son geste intuitif d'écriture qui rend le texte indéchiffrable. Sur la toile de chacun des logogrammes, la traduction lisible de son poème est présente de sorte à renforcer ce questionnement sur la dualité lisible-visible. De cette manière, il crée plusieurs niveaux de lecture. Je, quel drôle de mot, œuvre de 1975, pour D'Autremont. Il ne faut pas savoir lire les logogrammes, mais plutôt les regarder, dans leur dimension graphique et formelle. Ce poème est la transcription graphique de sa maladie et de l'acte même de l'écriture. Cette mise en scène lettrée est le prolongement sensible de ses émotions, dont la traduction est « je, quel drôle de mot », nécessaire pour commencer à cesser à tour de rôle d'être « je » seulement de moi, nécessaire pour commencer à jouer notre « va-tout ». Ici, D'Autremont relativise sur sa condition personnelle, considérant la vie comme un jeu. Artiste numéro 8, Piero Manzoni, né en 1933, meurt en 1963. Artiste du Fluxus. Manzoni, avec Merda di Artista en 1961, questionne la nature de l'objet d'art. Sa démarche évite ainsi tous les matériaux artistiques courants et sa réponse à ce questionnement est que tout ce qui émane de la personne qui se proclame artiste est une œuvre d'art. Dans Merda di Artista, il va donc consigner durant une année tous ces extréments dans des boîtes de conserve. Chacune d'elles indique le poids, le mois et l'année de production. Elles sont toutes numérotées et le titre est traduit en plusieurs langues. Le texte a une valeur fondamentale puisqu'il devient le seul outil intermédiaire de compréhension de l'œuvre, car sans lui, le contemplateur ne pourrait accéder à la démarche de l'artiste. La forme linguistique atteint alors un statut à toute autre forme d'art.